Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Comap. Je suis Sophie Kello-Gagnant, en charge des formations techniques pour Hydronic Flow Control, c'est-à-dire les marques Comap et Flamco. Je vous propose aujourd'hui un webinaire sur les tubes, donc plutôt ce sera focus sur le Pentapipe qui est un nouveau tube proposé par Comap et on va rebrosser le tableau des DN de tubes. Qu'est-ce que c'est qu'un DN et à quoi ça sert? Ce webinaire va durer une vingtaine de minutes à peu près. Vous pouvez poser des questions comme d'habitude par écrit et je répondrai après le webinaire. Alors, en termes de sommaire, on va commencer par la partie DN de tube. Qu'est-ce que c'est qu'un DN? Je vais rebrosser le tableau des DN sur les tubes métalliques et les tubes synthétiques. Et ensuite, comment on choisit le bon DN de tube? Quel est en fait le point clé de la sélection du tube? Et ensuite, je vous présenterai donc le Pentapipe de Comap, donc description du produit, ses propriétés, ses applications et les bénéfices. Et on terminera par une petite conclusion. Alors, tout d'abord, parlons des DN de tube. Qu'est-ce que c'est qu'un DN? Pour rappel, donc on parle d'un tube et en fait le DN, diamètre nominal, correspond approximativement au diamètre intérieur du tube. D'accord? On parle donc de diamètre interne. Il est utilisé pour en fait tout ce qui est calcul essentiellement. C'est une notation qui est normalisée, d'accord? Donc, pour un tube de diamètre interne autour des 32 mm, eh bien, on notera avec les lettres D et N diamètre nominal. Et le 32, ici, c'est un exemple, signifie un diamètre interne de 32 mm environ. On est bien sur quelque chose d'approximatif, c'est-à-dire qu'ensuite, suivant la sélection, le choix du matériau que vous allez utiliser, métallique, cuivre, acier ou synthétique, multicouche PER, eh bien, le diamètre interne sera plus ou moins proche de 32 mm. L'expression des diamètres de tube, alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour tout ce qui est calcul, on raisonne avec le DN du tube, on a besoin d'un diamètre interne. Par contre, la plupart du temps, on présente souvent les diamètres de tube avec les diamètres externes associés à l'épaisseur. Donc ici, par exemple, un exemple sur un tube, typiquement c'est du PER, PER vendu en France, diamètre externe 16 mm, l'épaisseur 1,5 mm, ce qui nous fait un diamètre interne de l'autre de 13 mm. Donc si on parle de DN, eh ben, c'est surtout ce diamètre interne qui va nous intéresser. Par contre, quand vous allez choisir un tube de 16, eh bien, en fait, la notation sera 16 fois 1,5, 16 mm pour le diamètre externe, 1,5 pour l'épaisseur. Et la plupart du temps, donc ça c'est systématique pour les tubes synthétiques et même les tubes métalliques, on a tendance à avoir cette notation diamètre externe fois l'épaisseur pour vous donner le choix du diamètre du tube. C'est souvent cette notation-là qui est utilisée. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un petit calcul. Donc, diamètre externe moins 2 fois l'épaisseur pour avoir le diamètre interne du tube. Alors, si on regarde, si on fait un petit peu un panorama au niveau des matériaux, donc à savoir que le DN, diamètre nominal, c'est quelque chose qui a été inventé, si on peut dire, avec l'acier, tout simplement. Et vous pouvez voir ici, donc en face des DN, je vous ai mis un petit peu les différents tubes en acier, en cuivre également. Donc, par exemple, on va prendre ici un DN20 au hasard, c'est juste un exemple. Eh bien, pour de l'acier noir tarif 1 qu'on trouve dans nos installations, eh bien, c'est un tube qui aura un diamètre externe de 26,9 mm et 2,3 mm d'épaisseur, ce qui nous fait un diamètre interne de 22,3 mm et c'est ce 22,3 mm qui correspond au tube acier DN20. Vous voyez bien que c'est approximatif. OK ? Si maintenant on s'intéresse au cuivre, eh bien le cuivre pour le DN20, ce sera un petit peu différent. Ça sera un tube de diamètre externe 22 mm avec une épaisseur de 1 mm. Et on retrouve bien ici un diamètre interne de 20 mm. Cette fois-ci, on est exactement à 20 mm. Voilà, donc globalement, la notation que vous allez avoir sous les yeux quand vous allez sélectionner votre tube, ce sera à chaque fois diamètre externe fois l'épaisseur et ça vous permet de calculer le diamètre interne et derrière, vous avez en face le DN correspondant.
Dans ce tableau, je me suis arrêtée au DN100. On peut aller bien entendu beaucoup plus haut. D'accord? Donc, c'est juste pour vous montrer des exemples. Donc, le tout, c'est d'avoir le diamètre interne qui se rapproche le plus du DN de tube dont on a besoin pour l'installation. Autre exemple, si par exemple, si on prend le DN100, vous voyez que le DN100 pour l'acier, on a un diamètre interne de l'ordre de 107 mm et pour le cuivre, on sera sur 103 mm. Alors, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est tout simplement une histoire de vitesse qui va plus ou moins varier dans le tube. Alors, entre 107 et 103 mm pour un DN100, ce n'est pas très important, donc il n'y a pas de conséquence. Par contre, la sélection du tube va être importante pour avoir la bonne vitesse dans les tuyauteries. Donc ça, c'est pour les tubes métalliques. Ensuite, on a les tubes synthétiques. Donc ici, le PER et le multicouche. Donc par comparaison avec l'acier noir, hein, comme je vous l'ai dit, c'est avec l'acier noir qu'a été quelque part inventé les DN. Le PER, cette fois-ci, toujours la même notation, diamètre externe fois l'épaisseur. Si on prend le diamètre d'un PER de 12 mm, hein, largement utilisé dans les installations, ou le 16 qui est très utilisé, le 12 mm, c'est du 12 mm diamètre externe, une épaisseur de 1,1 mm. Cette fois-ci, on a un diamètre interne de 9,8 mm. Et le multicouche, par contre, par exemple, quand on a du PER en 16 par 1,5, le multicouche, lui, c'est du 16 par 2. Donc, ce qui nous fait un diamètre de 13 mm pour le PER en diamètre interne et de 12 mm pour le multicouche. Là aussi, ça va modifier un petit peu la vitesse de passage à l'intérieur de notre installation. Donc voilà, donc la sélection du tube, si c'est par rapport à un DN donné, il faut avoir un diamètre interne qui va se rapprocher le plus du DN dont vous avez besoin. Et suivant le matériau que vous allez utiliser, vous serez, ça ne sera pas tout à fait la même chose. Okay, ce qui va changer, comme je vous le dis, c'est la vitesse dans l'installation. Mais pour un DN donné, la vitesse ne va pas beaucoup varier d'un matériau à un autre, donc ça n'a pas tellement de conséquences. Alors ensuite, comment on choisit en fait un tube? Je vous ai dit, le paramètre en fait important, c'est la vitesse. J'ai pris un exemple ici, le cas d'un radiateur, donc réseau de radiateurs. Les infos dont vous disposez, en général, c'est une puissance ou un débit, ou les deux, et le régime d'eau. Donc, si on part de la puissance, par exemple ici, un radiateur de 1000 watts, le régime d'eau 15 degrés. Régime d'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau dans le radiateur va rentrer par exemple à 65 degrés et va sortir à 50 degrés. D'accord? Donc l'eau rentre à 65, libère sa chaleur à travers le radiateur dans la pièce et derrière ressort du radiateur à 50 degrés. On est bien sur un delta T de 15 au niveau de l'eau. Donc ça, c'est le régime d'eau qui est donné par la chaudière. C'est en fait défini par le bureau d'études quand il fait ses calculs. Donc, ça veut dire que pour une puissance de 1000 watts, avec un régime d'eau de delta T 15 degrés, le débit qu'il va falloir régler dans le radiateur, c'est 57 litres par heure. 57 litres par heure, comment on va sélectionner le tube? Comme je vous l'ai dit, le paramètre important, c'est la vitesse de circulation. La vitesse de circulation, quand on est proche du radiateur, on va choisir des vitesses de l'ordre de 0,3 mètres par seconde. On ne va pas dépasser 0,5, ça va trop vite. Et on va éviter surtout d'être en dessous de 0,1, puisque là, on risque d'avoir un régime qui est trop lent. Donc, quelles sont les conséquences? Si la vitesse est trop importante, derrière, on risque d'avoir du bruit. On va éroder plus ou moins bien les tuyauteries, donc c'est jamais très bon. Et inversement, si la vitesse est trop petite, en dessous de 0,1, quand on commence à arriver à 0,1 mètre par seconde, on a des vitesses faibles. Et à ce moment-là, c'est des trains de chaleur, donc ça veut dire que le radiateur est compliqué à régler. Et derrière, c'est des dépôts de boue. Donc attention au choix de la vitesse, c'est le paramètre important finalement de l'installation. Et je dirais d'autant plus attention dans les années à venir, puisque comme on a des logements neufs qui sont de plus en plus isolés, le besoin de chaleur est de plus en plus petit. Donc, les débits à régler sont de plus en plus petits. Donc, si on choisit sa tuyauterie comme d'habitude, on risque d'avoir justement des vitesses de plus en plus faibles dans nos installations, donc des trains de chaleur, donc des dépositions.
Donc, attention à cette vitesse de passage, elle est importante et il faut qu'elle soit tout de même au moins supérieure à 0,1 mètre par seconde. Autrement, on va déposer et ce n'est pas bon pour l'installation. Donc, bref, là, je fais un peu une digression. Donc, on part du débit, on sélectionne la vitesse qu'on veut avoir dans notre installation. Du coup, qu'est-ce que ça nous permet de calculer? En fait, une section de passage. Une section de passage dans le tube, c'est le débit divisé par la vitesse. Et une fois qu'on a la section de passage, ça c'est des mathématiques, et on en déduit le diamètre interne. Si vous vous souvenez de vos bases de mathématiques, une section dans un tube, c'est pi fois r carré ou pi fois le diamètre au carré divisé par 4. Donc on en déduit notre diamètre, et ici c'est bien un diamètre interne. Donc c'est bien un DN qui nous intéresse. Okay, et ensuite on choisit le tube. Donc on choisit le tube aussi en fonction de ce que propose le marché, bien évidemment. Si on prend du multicouche, un diamètre interne 8 mm en France, en dessous du diamètre 16, on n'en a pas. Donc, ça veut dire qu'on va prendre du 16 par 2 et on sera à 12 mm de diamètre interne. Donc, ça va diminuer notre vitesse. Et si on prend du PER de 12, le PER de 12 nous permettra d'avoir un diamètre interne de 9,8 mm. Donc, ça va nous permettre de caler à peu près notre vitesse à 0,3 mètres par seconde. Donc, c'est adapté. D'accord? Donc, après, on fait, on calcule notre diamètre interne et ensuite, on en définit, on sélectionne le tube qui va être le plus approprié pour l'installation. Bien entendu, le tube le plus approprié, il n'y a pas que cette notion de diamètre interne qui va être importante. Donc, voilà pour le petit explicatif. J'insiste sur le fait de attention aux vitesses de passage et comme je vous l'ai dit, les débits sont de plus en plus petits dans les installations. Donc, si par défaut, on sélectionne un tube diamètre 16, il y a un moment donné, on risque d'avoir des vitesses qui vont être trop basses. Donc, attention à la sélection du diamètre de tube. Alors, maintenant, je vais vous parler du Pentapipe, le nouveau tube de Comap. Donc, si on fait une description du tube, c'est un tube en fait 5 couches. On va avoir une couche interne qui est constituée de PER, une couche ensuite d'adhésif, donc de la colle, tout simplement pour assurer la cohésion des couches. Derrière cette couche d'adhésif, on aura une barrière anti-oxygène, donc ce qu'on appelle la BAO, donc qui est composée, si cela vous intéresse, d'un copolymère d'alcool vinylique, c'est le VOH, c'est traditionnel comme barrière anti-oxygène. Ensuite, on aura à nouveau une couche d'adhésif et on aura une couche de polyéthylène par-dessus. L'objectif de ce nouveau tube, c'est quoi? C'est que si vous connaissez le tube 3 couches de Comap, donc qui est une couche de PER, une couche de colle avec la BAO par-dessus, le but a été en fait de protéger cette couche, cette barrière anti-oxygène. Pourquoi la protéger? Tout simplement parce que sur les chantiers, on a des courantes de tubes on va tirer le tube pour faire l'installation. Donc, le tube a tendance à traîner par terre. Donc, forcément, la barrière anti-oxygène, si elle n'est pas protégée, c'est une couche de polymère, c'est tout fin, elle va être rayée, elle va être abîmée par le sol quand on tire le tube. Donc, par conséquent, elle ne joue plus son rôle de barrière anti-oxygène. Donc, on a cherché à protéger cette barrière anti-oxygène. Donc, voilà pourquoi on propose maintenant ce tube 5 couches. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi faire une barrière anti-oxygène? Donc, pour rappel, la barrière anti-oxygène, elle a pour but d'éviter que l'air, et essentiellement, on va dire l'oxygène de l'air, migre à travers le tube pour venir se dissoudre dans l'eau. Pourquoi on veut éviter ça? Tout simplement pour éviter les boues. Sur la photo que vous avez en haut, ça c'est du vécu, c'est une photo qui a été prise la semaine dernière. C'est en fait ce que vous avez quand on purge un radiateur. Donc on a une quantité de boue, c'est une eau qui est quand même bien noire, bien boueuse. Donc tout ça, ça encrasse le radiateur. Donc les boues, ça provoque de l'encrassement, ça provoque du grippage des vannes, de la robinetterie, ça nuit à la circulation de l'eau, ça diminue le transfert thermique. Donc en fait, en termes de confort et de pérennité d'installation, ce n'est pas bon du tout. Et pourquoi on a de la boue? On sait qu'à 70-80%, cette boue est due à la présence d'oxygène et d'air dans l'installation. L'oxygène de l'air, c'est ce que vous avez ici sur la droite, ça provoque la corrosion, donc l'oxygène va se dissoudre dans l'eau, donc ça provoque la corrosion de toutes les parties métalliques de l'installation avec différents types de corrosion, ça fait des boues.
Ça provoque du développement bactérien si on est à basse température. Et de manière générale, l'air, les bulles qu'on peut trouver dans notre réseau d'eau de chauffage, ça provoque de l'érosion, ça provoque du bruit, ça nuit au transfert thermique, ça provoque de la surconsommation, notamment parce que on chauffe de l'air pour rien, et puis tous nos réglages de vannes, notamment l'équilibrage, ils peuvent pas être faits correctement puisqu'on a des bulles. Donc bref, de manière générale, l'air, donc l'oxygène et l'azote, est nuisible à l'installation, au confort, à l'efficacité énergétique et à la pérennité de l'installation. Donc, on veut empêcher l'air de migrer dans le réseau. Alors, à savoir que le PER nu est poreux à l'air, même si vous avez du PER qui est sous dalle, en fait, qui est le PER qu'on utilise pour le plancher chauffant, donc avec du béton par-dessus et un revêtement de sol, sachez que le béton est complètement poreux à l'air. Donc, en fait, notre tube, il n'est pas protégé du tout de l'air, en fait, quand on a une installation de plancher chauffant. Donc, ça, il faut en être conscient. Donc, on a cherché à éviter à diminuer la porosité du tube par rapport à l'air grâce à cette barrière anti-oxygène et encore plus en protégeant cette barrière anti-oxygène. Donc, globalement, pour vous refaire un petit topo sur cette problématique liée à l'air qui migre dans l'installation, qui provoque des boues et qui derrière encrasse notre installation, on a plusieurs possibilités. La première solution, et c'est ce qu'on cherche à faire ici avec le tube BAO, donc le tube 5 couches, le Pentapipe, c'est au niveau de la conception du réseau à choisir un tube qui va éviter de faire pénétrer de l'air dans l'installation. Donc là, on fait complètement du préventif. On choisit des matériaux qui vont éviter la migration de l'air dans l'installation. Ensuite, il y a d'autres solutions qu'on est obligé de mettre en œuvre aussi dans nos installations parce qu'on n'est jamais complètement poreux à l'air. C'est de faire du proactif, donc d'intégrer avec ici ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est des Xtreme, donc des séparateurs d'air et de boue Xtreme qui vont permettre d'évacuer l'air présent dans l'installation et d'évacuer les boues. Et quand on fait du curatif, c'est le pot à bout. Donc, c'est aussi notre Xtreme, notamment si on met que un pot à bout, on fait que du curatif. Et là, c'est pas bon du tout. C'est le dernier recours. D'accord ? Donc, en fait, il faut un peu tout faire dans notre installation. Mais là, on est sur le préventif. Alors, quelques caractéristiques techniques pour ce tube Pentapipe, donc 5 couches. 3 diamètres disponibles, puisqu'en fait, le focus ici, c'est le plancher chauffant. Pas de PER nu dans un plancher chauffant. Le PER nu n'est pas protégé de la migration de l'air à travers le tube. Il est poreux à l'air et le revêtement de sol, le béton, n'empêchera pas, ne diminuera pas cette porosité. Donc 3 diamètres disponibles pour le Pentapipe, du 12, du 16 et du 20. Il est vendu nu, gainé, isolé, d'accord? Donc pour le plancher chauffant, pour tout ce qui est réseau terminal, en gainé par exemple, et isolé quand vous devez passer dans des endroits non chauffés, comme un vide sanitaire par exemple. Les températures de service, ça reste les températures de service du PER, donc entre 5 et 70 degrés. Pour rappel, un tube PER qui est installé, il fonctionne sans problème en dessous de 5 degrés, en dessous de 5 degrés, pardon. Par contre, on ne manipule pas un tube PER en dessous de 5 degrés, c'est trop froid, on risque de casser le tube. Donc, ça ne risque rien si on n'y touche pas. Par contre, il ne faut pas le manipuler. Donc, il faut être au-dessus de 5 degrés pour manipuler un tube PER et donc l'installer. La pression, le PER résiste jusqu'à 6 bars dans les dimensions qu'on utilise en France, donc celle indiquée plus haut, le 12 par 1,1, le 16 par 1,5 et le 20 par 1,9. C'est un produit qui est classé 2, 4 et 5, c'est-à-dire pour les applications eau chaude et froide sanitaire, pour les radiateurs haute et basse température, pour le chauffage au sol et pour l'eau glacée. Donc voilà les applications du PER 5 couches. C'est un produit qui est certifié NEF 545, qui est ACS, bien entendu, pour l'utiliser sur l'eau potable. Il est fabriqué à Nevers et il est garanti 15 ans. Donc, il est fabriqué en France. Ça, c'est toujours intéressant au niveau, je dirais, du bilan social et du bilan carbone, quelque part, pour le transport.
Les bénéfices maintenant, globalement, sur un tube de ce type-là, on est sur des matériaux synthétiques. Donc, qui dit matériaux synthétiques dit que c'est un produit qui est insensible à la corrosion. Et quand on voit les conséquences de la corrosion dans nos installations, eh bien, pousser autant que possible sur des matériaux qui vont éviter la corrosion. Il ne faut pas oublier que les matériaux synthétiques sont hyper qualitatifs. Ils ont une pérennité aussi importante que les tubes métalliques. Hein. C'est des certifications qui sont à peu près identiques, on va dire. Donc, c'est des tubes qui ont une grande pérennité et qui permettent d'éviter la corrosion. Donc, pousser pour ce type de produit. L'autre intérêt aussi du matériau synthétique, c'est qu'au niveau des tubes, on a moins de bruit. Si on fait un comparatif au même diamètre matériaux synthétiques, matériaux métalliques, globalement, on a moins de bruit dans des matériaux synthétiques, donc moins de bruit d'écoulement. Donc pour le confort, c'est plutôt bien. Après, les matériaux synthétiques, le PER ici a une faible rugosité, donc une surface interne qui est lisse. Donc, ça veut dire qu'au niveau des pertes de charge, bah, c'est toujours mieux, puisque la rugosité impacte les pertes de charge dans les circuits. Et au niveau du PER, on reste sur du PER, donc un produit qui va se contracter, se dilater avec la température, plus la faible rugosité fait qu'on fixe très très mal le calcaire. Donc ça, c'est intéressant aussi. Si on a une eau un peu dure, ça veut dire qu'au niveau du PER, on sera plus résistant aux dépôts de calcaire. Donc pour la pérennité d'installation et pour la performance, c'est pas plus mal. On a parlé de la barrière anti-oxygène, donc moins de dissolution d'air par migration à travers le tube. Donc pour les applications basse température notamment, c'est mieux, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à basse température, c'est là où on va produire le plus de développement de micro-organismes. Hein. C'est vraiment le point clé de la basse température. C'est un tube PER, donc flexible, maniable. Donc pour le plancher chauffant rafraîchissant, c'est plutôt bien. Pour la pose en hydrocablé, c'est pas mal non plus. Alors déjà, il est gainé, donc ça permet un gain de temps. Il est gainé isolé, donc là aussi, ça permet du gain de temps à l'installation. Et de manière générale, quand on le pose en hydrocablé, on a beaucoup moins de raccords. Donc, il y a très peu d'erreurs possibles en fait. Hein. On a un raccord au niveau du collecteur, de la nourrice, et un raccord au niveau du radiateur, par exemple, si on est sur des radiateurs. Donc et on laisse le tube courir au niveau du sol, donc c'est quand même facile à poser. Et comme je vous l'ai dit, c'est un produit qui est fabriqué à Nevers en France. Donc au niveau service social, il est très bien noté dans la mesure où il participe en fait au développement économique et social du bassin d'emploi qui peut être Nevers. Donc au niveau sociétal, eh bien, c'est un produit qui est plutôt très positif. Donc voilà pour les bénéfices de ce tube en PER. En conclusion, eh bien, n'oubliez pas que Comap et Flamco vous aident pour la conception de vos réseaux. Donc le PER, le Pentapipe se produit donc 5 couches avec une BAO protégée, c'est super intéressant pour éviter la migration d'air dans vos installations via le tube, donc réduction d'oxygène et d'apport d'azote dans le réseau. Et ne pas oublier aussi qu'en plus de la conception du réseau, donc de faire attention aux produits que vous utilisez pour la conception du réseau pour éviter ces entrées d'air, il y a aussi les équipements qui vous permettront d'évacuer l'air dans vos installations, donc les séparateurs d'air. Il y a aussi des dégazeurs par dépression. Si on a parlé du VacuStream au dernier webinaire pour les installations de planchers chauffants, vous avez aussi des dégazeurs plus importants comme le Vacuumateco, donc qui sont là pour enlever les gaz dissous. Et donc les séparateurs d'air qui sont là pour enlever les bulles. Et globalement, dans vos installations, il faudra de toute façon toujours un séparateur de boue. Donc, pensez que Comap et Flamco peut vous aider sur un peu la conception de votre réseau pour avoir quelque chose de vraiment bien ficelé pour assurer la pérennité de votre réseau de ce point de vue-là. Et l'objectif étant, bien entendu, d'avoir quelque chose qui fonctionne de manière optimale, tout en conservant le confort de l'utilisateur. Ce webinaire est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Donc voilà, pensez à Flamco, Comap, même aussi Sentinelle pour vous aider dans la conception de vos installations. N'oubliez pas que nous avons une équipe de commerciaux et des experts techniques pour vous aider, pour analyser vos projets, pour vous aider dans la proposition de solutions techniques, pour les mises en service également et pour la maintenance.
Retrouvez-nous le mois prochain pour un nouveau webinaire qui sera plutôt axé sur un projet. Et en attendant, je vous dis à bientôt sur CoExpert et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.